Bonjour et soyez les bienvenus dans Géopolitis avec un numéro consacré cette semaine au retour au pouvoir de Donald Trump. À peine investi, le président des États-Unis, Donald Trump, a voulu frapper sans tarder. Avec une pluie de décrets signés, que peut-on retenir de ses premiers jours de retour à la Maison-Blanche? Nombreuses sont les questions. Est-ce que, par exemple, les contre-pouvoirs vont fonctionner? Que dire aussi de la volonté expansionniste de Donald Trump, lui qui se dit prêt à acheter le Groenland et à récupérer le canal de Panama, zone stratégique en termes notamment de routes commerciales, dans le viseur en particulier la Chine. En décidant de claquer la porte de l'OMS et de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump met à mal le multilatéralisme. La Genève internationale est secouée par ses annonces. Tournant majeur, rupture historique, fin d'un ordre mondial. La liste des mots, des formules entendues est longue dans le sillage de l'investiture de celui qui est devenu officiellement le 47e président des États-Unis. Donald Trump, lui, a retenu l'expression « Golden Age », l'âge d'or de l'Amérique commence, a-t-il proclamé. Sa référence historique au Gilded Age, l'âge doré, est intéressante à plus d'un titre. Elle renvoie à cette période des États-Unis, deuxième partie et fin du XIXe siècle, de très forte croissance économique et industrielle. Règne de certains grands entrepreneurs comme Rockefeller, Morgan, Edison. C'est aussi une période d'expansion pendant laquelle l'Alaska a été acheté à la Russie. L'une des figures de cet âge doré est le 25e président des États-Unis, William McKinley. Or, McKinley est considéré à la fois comme un protectionniste, pour avoir notamment mis en place des tarifs douaniers très élevés, et un impérialiste. Il a réalisé l'annexion de Hawaï, il a aussi signé un traité avec l'Espagne, qui avait dû alors céder aux États-Unis Porto Rico, Guam, les Philippines, et en faisant de Cuba, dans les faits, un protectorat américain. Trump a rendu hommage à McKinley dans son discours d'investiture, déclarant que le plus haut sommet des États-Unis en Alaska reprendrait le nom de Mont McKinley, alors qu'il avait été rebaptisé Mont Denali sous Barack Obama, comme le demandaient les Premières Nations. Voilà l'un des nombreux décrets signés le jour même de l'investiture de Donald Trump. Celui-ci peut paraître anecdotique, mais il est révélateur d'une certaine vision de l'âge d'or du président. C'est bien sûr sans comparaison avec la portée retentissante d'autres décrets comme la grâce accordée aux assaillants du Capitole le 6 janvier 2021 ou le retrait de l'accord de Paris sur le climat. On en parle dans un instant avec Gaspard Kuhn, journaliste, ex-correspondant de la RTS aux États-Unis. Voici d'abord le rappel de Tristan Desser. Il faut reconnaître à Donald Trump un certain sens de la mise en scène. Quelques heures après sa prestation de serment, le voici déjà devant ses supporters galvanisés, signant ses premiers décrets. Vous imaginez Biden faire ça? Je ne crois pas. Le ton est badin, mais la signature est apposée sur des textes tout à fait sérieux. Le document suivant est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons économiser plus de 1000 milliards de dollars en nous retirant de ce traité. Cela vaut bien une ovation, et Donald Trump peut quitter le public comme une rockstar. Un peu plus tôt, c'est Elon Musk qui avait fait office de chauffeur de salle. Voilà, c'est ça le goût de la victoire. Le milliardaire a surtout provoqué une nouvelle polémique avec ce geste, interprété par certains comme un salut nazi, ce qu'il dément. En fin de journée, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et dans le bureau ovale, et c'est devant les journalistes qu'il signe une nouvelle volée de décrets. Comme il l'avait promis, le président déclare l'état d'urgence à la frontière et gracie les condamnés du 6 janvier 2021. Donc ce sont ceux du 6 janvier. Ce sont les otages. Environ 1500 personnes à gracier. Pardon complet. Et on a 6 remises de peine. Si la décision était très attendue par ses partisans, elle a scandalisé ses opposants et une partie des commentateurs politiques. Donald Trump, bien sûr, n'en a cure. Il est de retour, et plus que jamais, le roi du bal. Gaspard Kuhn, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant pour la RTS aux États-Unis de 2019 à 2024. Vous avez d'ailleurs gardé le costume et aussi bien sûr l'intérêt pour la politique américaine. Vous avez donc couvert le premier mandat, une partie du premier mandat de Donald Trump, puis l'intégralité de celui de
Joe Biden avec moult rebondissements avant la réélection justement de Trump. Alors dans la foulée de son investiture, on a vu qu'il a signé quantité de décrets avec le sens du spectacle et puis aussi l'effet coup de poing. Vous qui l'observez depuis des années, c'est sa manière à lui de faire de la politique. Oui, il y a une volonté de rupture qui est assez manifeste. Maintenant, ce qu'il faut aussi bien noter, c'est que c'est assez normal quand un nouveau président arrive de signer un certain nombre de décrets. Joe Biden avait fait la même chose, il avait contredit un certain nombre de décisions de la première administration de Donald Trump. Donc cette volonté de césure, elle est normale. Là où peut-être il y a une différence, c'est que Donald Trump a vraiment envie de montrer qui est le patron dès le début, avec la volonté de dompter le système, voire de le casser. Il veut aller vite aussi, d'autant que c'est son second mandat, un second mandat qui ne devrait pas ressembler au premier. Non, je crois que c'est assez différent, parce que quand il est arrivé au pouvoir en 2017, lui-même était surpris d'avoir été élu. C'était vraiment un homme d'affaires qui découvrait la politique, il s'est entouré de personnes qui connaissaient le sérail de Washington, avec parfois le sentiment qu'il lui mettait des bâtons dans les roues, qui ralentissait certains de ses projets qui étaient jugés comme trop fous. Cette fois, on est face à une administration qui est extrêmement organisée, aux ordres du chef, et qui est aligné idéologiquement sur Donald Trump. C'est une vraie différence. Et puis là, les républicains contrôlent les deux chambres du Congrès, et c'est-à-dire qu'il aura un boulevard pour gouverner? Je ne crois pas, parce que la majorité, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, est relativement maigre, et on l'a déjà vu il y a quelques jours avec la nomination du secrétaire à la défense Pete Hegseth, qui est une personnalité assez controversée. Il a fallu l'intervention du vice-président J.D. Vance pour confirmer cette nomination, parce que 3 républicains ont déjà voté contre cette nomination. Ça vous montre qu'il y aura une certaine indépendance. Et puis, dès l'année prochaine, on va entrer en campagne pour les élections de mi-mandat et pour un certain nombre de représentants qui sont dans des districts très disputés où il faut aller chercher les votes des centristes, il faudra, dès le janvier-février 2026, prendre une certaine distance avec Donald Trump sur certains sujets. Une question importante, bien sûr, la culture politique américaine est fondée sur le droit, sur la Constitution, c'est fondamental. Est-ce que les contre-pouvoirs vont fonctionner ? Mais ça va être compliqué parce qu'on vient de le dire, au Capitole, à la Chambre des représentants et au Sénat, on a une double majorité des républicains. Et puis à la Cour suprême, il y a aussi une majorité de juges conservateurs. Maintenant, ces juges sont nommés à vie. Sur certains sujets, on l'a déjà vu par le passé, ils peuvent contredire des décisions prises par les républicains. Donc on va voir peut-être que sur certains points, la Cour qui est emmenée par le juge Roberts, qui veut aussi défendre la puissance de l'institution de la Cour suprême, va peut-être parfois dire non, mettre là ou là à Donald Trump. Mais il y a quand même aujourd'hui relativement peu de contre-pouvoirs à Donald Trump, il faut bien l'admettre. La force des images également, vous avez suivi l'investiture, vous avez également couvert les événements du 6 janvier en 2021, l'assaut du Capitole. Or là, il a gracié justement les assaillants. Ça, c'est une image forte, évidemment. Oui, il y a 2 choses peut-être à dire. D'abord, le fait que cette investiture, de manière peu classique, se soit tenue à l'intérieur même du Capitole, dans cette salle où se trouvaient les assaillants du Capitole, symboliquement c'est extrêmement fort, avec Joe Biden qui était assis quasiment aux côtés de Donald Trump pour cette cérémonie, et Kamala Harris également. Donc ça, évidemment, il y a le symbole. Et puis, il y a quand même cette série de grâces présidentielles accordées aux assaillants du 6 janvier. Alors, dans un premier temps, J.D. Vance, le vice-président, avait laissé entendre que ce serait, en fonction de la gravité des faits, ceux qui avaient attaqué directement des policiers ne seraient pas complètement graciés. Eh bien, Donald Trump n'a quasiment fait aucune différence entre toutes ces personnes inculpées ou emprisonnées. Et ça vous montre que Donald Trump, parfois, agira un peu à la louche, un peu dans la précipitation, parce qu'il n'a pas non plus envie de s'embarrasser avec les détails, ça lui ressemble. Et c'est un événement qui a illustré l'extrême polarisation de la société. Alors, on va retrouver à Washington Jordan Davis, correspondant aux États-Unis pour la RTS. Bonjour Jordan, vous êtes originaire de Los Angeles, votre famille y habite toujours. Vous pouvez en témoigner, le vivre ensemble s'annonce toujours plus compliqué, les rapports sont devenus tendus, voire violents au sein de cette société, polarisée, au sein même des familles qui parfois s'entredéchirent. En effet, je pense que la société américaine est toujours sous tension. On voit que les liens entre les Américains se distendent. Ça se voit d'ailleurs dans ma propre famille depuis l'arrivée de Donald Trump. Je me souviens au lendemain de sa première élection, quelques cousines demandaient à ma tante si elle n'avait pas voté pour le diable, c'est-à-dire pour Hillary Clinton. Puis au moment des manifestations Black Lives Matter, il y avait certains cousins sur les réseaux sociaux qui exprimaient une empathie, un intérêt, une demande de compréhension pour les revendications des manifestants. Et un autre cousin de droite, très armé,
il les menaçait physiquement s'ils ne se taisaient pas. C'était une famille assez hétéroclite. On mettait de côté les différences idéologiques, mais depuis cette époque-là, on ne peut plus manger ensemble pour les repas de fête. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de familles dans ce pays. Et il y a aussi le phénomène médiatique, il ne faut pas négliger ça. Il y a maintenant des médias de plus en plus partisans, les Américains ne partagent plus les mêmes informations, il y a beaucoup de désinformation aussi, et finalement, Donald Trump continue de mettre de l'huile sur le feu. Il faisait campagne l'année dernière en qualifiant ses opposants politiques d'ennemis de l'intérieur. Ce n'est pas le genre d'élément de langage qui rassemble les Américains. Gaspard Kuhn, on a entendu Jordan Davis. En Europe, on peine peut-être à mesurer l'ampleur de cette fracture. Il faut bien imaginer que dans une ville comme Washington, où il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux, un certain nombre sont en train de se demander s'ils auront encore un emploi dans 6 mois. Ils ont reçu un email pour leur signaler que s'ils voulaient démissionner, ils pourraient être payés à ne pas travailler pendant 8 mois et puis quitter l'administration l'automne prochain. Et puis j'ai entendu beaucoup d'Américains aussi me dire comment est-ce qu'on fait finalement pour partir, pour avoir un visa pour vivre en Europe ou au Canada. C'est une réalité dans une grande partie de l'Amérique. Il faut quand même rappeler qu'un Américain sur 2 n'a pas voté pour Donald Trump. Et alors l'opposition, où est-elle? Est-ce qu'elle est sonnée? Est-ce qu'elle réagit à l'heure actuelle? Je pense qu'elle est en partie sonnée, et puis je pense qu'elle attend aussi de voir ce que va faire Donald Trump. Est-ce qu'il va commettre des erreurs? Ça prend toujours quelques mois de voir des dossiers compliqués émerger, et à ce moment-là, on va voir l'opposition s'organiser très vite et très fort. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que les cycles politiques sont très ramassés aux États-Unis. Qui aurait pu prévoir que Donald Trump, après l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, serait capable de faire un comeback? Eh bien, il en va de même aujourd'hui du Parti démocrate. Il peut se réinventer, il en a les ressources, il y a beaucoup de personnalités qui ont attendu sous Joe Biden et qui pourraient émerger dans les prochains mois comme des opposants potentiels. Trump a réussi à séduire les classes populaires, ceux qui sont en colère, si on peut un peu résumer, et qui ont développé un fort ressentiment contre les élites. Mais alors, comment comprendre qu'il puisse aussi éprouver une fascination pour cette équipe de milliardaires au pouvoir ? Je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, il y a un rapport à l'argent qui est très différent aux États-Unis avec le rêve américain. L'idée qu'un jour, moi aussi, je peux devenir millionnaire ou milliardaire. Donc, on insulte pas la puissance de l'argent. Et puis l'autre chose, eh bien, c'est ce rapport très particulier que Donald Trump entretient avec les foules. Et on l'a vu juste après son investiture, quand il organise un grand événement devant 20 000 partisans et qu'il lance les stylos après avoir signé les décrets. C'est une manière aussi de montrer qu'il donne des gages à sa base. C'est constitutif du Trumpisme. Et pour beaucoup de Trumpistes, finalement, Donald Trump, c'est un milliardaire qui pourrait rester sur son terrain de golf à jouer au soleil et qui s'est sacrifié pour l'Amérique, qui donne de son temps et de son argent pour relever le pays. C'est comme ça qu'ils l'entendent. Dans son discours d'adieu, Joe Biden avait mis en garde contre, je cite, l'oligarchie, et en ajoutant « faite d'extrême richesse, de pouvoir et d'influence ». Alors, il y a clairement un jeu d'influence qui est en train de se produire. Ça va être une présidence probablement assez transactionnelle. On a vu aussi cette crypto-monnaie qui a été lancée. Et quelque part, lors de son premier mandat, Donald Trump donnait des gages. Il avait remis les clés de son empire économique à sa famille. Il s'était retiré des affaires, c'est en tout cas ce qu'il avait prétendu. Et puis, cette fois, on voit que c'est beaucoup plus débridé, beaucoup plus ouvert. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans une oligarchie? Je ne le crois pas, parce que j'ai plutôt le sentiment que ce sont ces grands patrons qui viennent prêter allégeance à Donald Trump, s'assurer qu'ils n'auront peut-être pas trop de régulation, qu'on va les soutenir sur la scène mondiale face à la régulation européenne ou à la concurrence chinoise. Et finalement, Donald Trump ne leur doit rien à ces gens-là. Même si Elon Musk a versé des millions dans cette campagne, Donald Trump aurait probablement été élu sans son aide. Oui, avec toutefois des grands risques de conflit d'intérêts. Ah oui, je pense qu'ils ne seront pas tant. Pensez-vous que cela va tenir, cette coalition? Parce qu'il y a différentes mouvances au sein même de la coalition, en mettant en exergue les tensions entre les tenants du libre marché et les protectionnistes, par exemple. Oui, on voit déjà certaines tensions survenir. Donald Trump est allé à la rencontre du Congrès ces derniers jours, des membres républicains, et on voit bien qu'il y a une tension entre ces projets tarifaires commerciaux et puis quand même une vieille garde du Parti républicain qui est beaucoup plus libre-échangiste. Donc on voit déjà des tensions arriver. Puis ce qui est frappant avec ce cabinet, c'est qu'on a finalement une série de porte-parole, des personnalités qui sont très bien identifiées auprès du public, auprès du grand public américain, qui vont aussi pouvoir défendre Donald Trump, prendre des coups à sa place. Et puis il y a un petit jeu qui va s'organiser parce que dans 4 ans, il y a une nouvelle présidentielle et il va y avoir une concurrence au sein de ce cabinet pour exister aux yeux du public. Et Donald Trump adore
être au centre de ce petit chaos et de cette bataille qui s'organise. Oui, série de porte-parole, et vous me disiez, il faudra vraiment faire la distinction dans la com entre le bruit et les actes. Oui, on le voit bien avec les décrets. Et qu'est-ce qui va rester de ces décrets quand il y aura toutes les batailles devant les tribunaux? Alors, on a beaucoup parlé de la volonté expansionniste de Donald Trump. Il s'est dit prêt à acheter le Groenland et à récupérer le canal de Panama, des territoires stratégiques en termes notamment de routes commerciales, mais aussi de ressources naturelles, dans le cas du Groenland. Mélanie Ohio. Sur cette immense île arctique, les températures moyennes avoisinent les moins 30 degrés. Seuls 20% du territoire n'est pas recouvert de glace. À première vue, le Groenland est plutôt inhospitalier, mais toujours plus convoité par le tout nouveau président américain. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour la sécurité internationale. Et je suis sûr que le Danemark va se faire l'idée. Ça leur coûte cher de l'entretenir et de le garder. Donald Trump n'exclut pas le recours à la force pour s'emparer de cette position stratégique face à la Russie et la Chine. Les Américains y ont déjà une base aérienne dans le nord-ouest. Le Groenland regorge aussi de richesses en sous-sol. Sur Terre comme sous les mers, il y aurait ici 51 milliards de barils de pétrole encore inexploités, sans parler des minerais essentiels pour la transition énergétique ou les nouvelles technologies. Nickel, cuivre, cobalt et les terres rares dont la production mondiale reste aujourd'hui largement dominée par la Chine. Et si le Groenland ne cède pas aux ambitions américaines, Trump menace de taxer massivement les produits danois, relançant malgré lui les volontés d'indépendance de l'île. Nous ne voulons pas être des Danois, ni des Américains. Nous voulons être des Groenlandais. Et bien sûr, c'est le peuple groenlandais qui décide de son avenir. Les visions expansionnistes de Donald Trump ciblent aussi l'Amérique centrale. Dans son discours d'investiture, il vise directement le canal de Panama. Les navires américains sont gravement surtaxés. Et surtout, la Chine exploite le canal de Panama. Et nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama. Et nous allons le reprendre. Durant près d'un siècle sous contrôle des États-Unis, le canal est rendu au Panama en 1999. Aujourd'hui, les navires américains sont de loin les premiers utilisateurs de cette voie directe, reliant l'Atlantique au Pacifique, mais ne sont pas plus taxés que les cargos d'autres pays. La Chine, deuxième cliente du canal, a fait de la voie panaméenne sa première entrée vers l'Amérique latine. Pékin a étendu son influence dans la zone, mais ne contrôle pas le passage. Il faut dire que le canal rapporte beaucoup, avec plus de 11 000 passages l'an dernier, près de 5 milliards de dollars, équivalent à presque 6% du PIB du Panama. Les ambitions de Donald Trump dépassent même le cadre terrestre. Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en croissance, une nation qui accroît ses richesses et qui étend son territoire. Nous poursuivrons notre destinée jusqu'aux étoiles en lançant des astronautes américains pour planter la bannière étoilée sur la planète Mars. Viser Mars, tout comme son proche conseiller, le milliardaire Elon Musk. Le fondateur de SpaceX, qui met au point des fusées réutilisables, rêve de coloniser la planète rouge d'ici 20 ans. Gaspard Kuhn, quelle stratégie derrière l'accaparement du Groenland, du canal de Panama, souhaité par Donald Trump? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a des intérêts objectifs. Au Groenland, il y a des terres rares, il y a la puissance russe qui n'est pas loin, donc qui est très forte dans cette région du monde. Donc il y a des intérêts objectifs, évidemment aussi au canal du Panama. Et puis, il ne faut jamais quand même oublier que Donald Trump, c'est un promoteur immobilier new-yorkais qui a l'habitude des négociations. Et quand il arrive à la table de négociation, il a envie d'être en position de force. Donc peut-être qu'il va réclamer davantage de choses que ce qu'il veut vraiment obtenir pour, par ailleurs, par la suite, dans des négociations, en obtenir davantage. Il y a vraiment cette position de force qu'il développe. Et puis il y a l'ombre de la Chine. Oui, bien sûr. Et là aussi, il va devoir quand même à un moment composer avec des alliances avec l'OTAN, avec un certain nombre de puissances asiatiques. Donc il ne pourra pas s'imposer sur tous les tableaux. Dans cette guerre commerciale avec le monde, y compris avec ses traditionnels partenaires, Mexique, Canada, jusqu'où ira-t-il?
C'est toute la question. D'abord, il y a deux contradictions fondamentales avec ce qu'il a dit durant la campagne. C'est un homme qui n'a pas déclenché de guerre, il en est très fier, et il est aussi en train d'écrire sa trace dans les livres d'histoire. Et je pense que la limite, ce sera le moment où on dit « boots on the ground ». Quand est-ce qu'on va envoyer des soldats sur le terrain? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a quand même été élu face à un grand mécontentement de la population vis-à-vis de l'inflation qui a couru sous la présidence de Joe Biden. Or, s'il impose des tarifs douaniers trop importants avec le Mexique et le Canada, il y a un risque de retour de l'inflation qui va faire mal au porte-monnaie et qui va faire mal à sa base. Et là, je pense qu'on arrivera aussi à la limite de cette posture. Que dire et comment la comprendre de cette volonté de déstabiliser l'Europe, de la diviser, en soutenant par exemple certaines figures d'extrême droite? Ça fait longtemps qu'il y a une tentation du côté du Trumpisme d'aller vers les courants de la droite dure ou de l'extrême droite en Europe. On croise souvent dans les rallyes de Donald Trump Nigel Farage qui a défendu le Brexit au Royaume-Uni. On parle beaucoup évidemment du Premier ministre hongrois. Donc il y a toujours eu cette tentation. Et puis je pense quand même qu'il y aura un principe de réalité, et on l'a vu ces derniers jours avec Marco Rubio qui dans un premier temps a ignoré la diplomatie bruxelloise, et puis dans un deuxième temps, le secrétaire d'État s'est quand même entretenu avec cette diplomatie de Bruxelles. L'Union européenne est devenue un partenaire tout de même assez incontournable pour les États-Unis, et je pense que ce principe de réalité va l'emporter. Qui dit Europe dit actuellement guerre en Ukraine. Veut-il vraiment quitter l'OTAN? Je ne crois pas. J'ai eu l'occasion de poser la question à plusieurs de ces idéologues, notamment Steve Bannon ou Richard Grenell, qui sont des personnes influentes pour penser cette politique étrangère, et tous disaient non, on veut arriver aux 2% de dépenses du PIB dans la défense. Et en réalité, je me souviens d'un sommet de l'OTAN en 2014 où Barack Obama tenait le même discours. Donc en fait, cette volonté que les pays membres de l'OTAN dépensent davantage pour la défense, elle a été défendue par des démocrates et des républicains. Donc il y a une continuité, mais il va mettre la pression. Et là encore, on sera dans une logique transactionnelle vis-à-vis des pays européens. Vous voulez qu'on vous défende ? Alors il faut payer. Et puis toujours cette posture de chef d'entreprise, combien ça coûte, combien ça rapporte. On l'a dit, il a annoncé le retrait des États-Unis de l'OMS et de l'accord de Paris. Oui, il faut bien comprendre aussi qu'il y a une réalité de la base aux États-Unis. Il y a cette volonté de repli. Depuis, je dirais, les guerres d'Afghanistan et d'Irak, il y a un ras-le-bol des Américains vis-à-vis de cet engagement qui coûte extrêmement cher. Et puis après, il y a des cibles faciles. Les accords de Paris, l'environnement, c'est quelque chose qui porte très peu aujourd'hui aux États-Unis. Ça lui permet d'économiser rapidement de l'argent et de donner des gages à sa base. Gaspard Kuhn, merci infiniment. Merci à vous. Et à Genève, les décisions de Donald Trump ont déjà eu un fort retentissement avec l'annonce, on l'a dit, du retrait de l'OMS et de l'accord de Paris sur le climat. Washington est le principal contributeur des Nations Unies et joue donc un rôle clé au sein de la Genève internationale. Les organisations, suspendues au choix souvent imprévisible du nouveau président américain, plongent dans un climat d'incertitude. On va le voir avec Rachel Levy. C'est pour se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un gros dossier. Une signature et l'affaire est classée. Quelques heures après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump frappe fort. Les États-Unis se retirent une nouvelle fois de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. C'est plutôt triste quand on y pense. La Chine paye 39 millions et nous 500 millions. Alors que la Chine est un plus grand pays. Washington assure 18% des financements de l'OMS, un retrait qui risque de fragiliser l'organisation alors qu'elle négocie un traité mondial pour prévenir les prochaines pandémies. Nous regrettons l'annonce concernant l'intention des États-Unis de se retirer de l'organisation. L'OMS joue un rôle crucial pour protéger la santé et la sécurité des populations du monde entier, y compris celle des Américains. À Genève, deuxième siège de l'ONU, ces annonces ne surprennent pas. Pendant son dernier mandat, Donald Trump avait multiplié les assauts à l'encontre du multilatéralisme, retrait de l'OMS, de l'accord de Paris, du Conseil des droits de l'homme et blocage au sein de l'Organisation mondiale du commerce, des institutions qu'il décrit comme étant biaisées et contraires aux intérêts américains. Déjà en crise de liquidité, l'ONU craint à présent des coupes dans ses financements. Car les États-Unis sont son principal contributeur. Ils financent près d'un tiers du budget global des Nations Unies, bien devant l'Allemagne et la Chine.
Autre source d'inquiétude, la nomination d'Elise Stefanik comme ambassadrice américaine à l'ONU. La républicaine accuse notamment les Nations Unies d'antisémitisme depuis leur condamnation de la guerre à Gaza. Elle plaide pour une réévaluation complète du financement américain. Je partage la vision du président Trump d'une ONU réformée par une forte politique de l'Amérique d'abord, la paix par la force et un retour à sa mission de promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. La paix par la force et l'Amérique d'abord. L'avenir du multilatéralisme semble suspendu au bon vouloir du président américain. Et à Géopolitis, émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, nous continuerons d'observer bien sûr ce qui se passe aux États-Unis avec toutes les vastes répercussions des décisions et autres événements. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en tout temps sur les plateformes. Belle suite à vous et portez-vous bien.